Hey, avant de continuer, si vous êtes nouveau, sachez qu'on fait des vidéos sur les statistiques et la programmation. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ici nous avons un nouveau blog dans cette vidéo. On va traiter sur The AI Divide, Coding Genius or Digital Charlatan. Donc avant cela, j'aimerais juste vous parler de notre site web que nous avons. Là, nous avons aussi nous-mêmes créé et publié des blogs. Donc si vous êtes intéressé à pouvoir aussi publier vos propres informations et peut-être aussi avoir la chance d'être lu ou mentionné dans l'une de nos vidéos, donc vous pourrez le faire. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre Discord. Donc ici vous avez vraiment toutes les informations et nous avons en fait une section site avec le blog. Mais sinon vous avez encore plein d'autres endroits où si vous voulez vraiment poser vos questions, si vous avez peut-être même une volonté de pouvoir communiquer avec quelqu'un, donc n'hésitez pas. Vous avez le droit de le faire. Donc il faut savoir que le français où la traduction n'est pas super, mais ça dépend en fait. C'est parfois dans les termes techniques que ça peut poser problème. Donc voilà, la fracture de l'IA, le génie du codage ou le caractère numérique de charlatan. Donc nous allons voir en fait ce que ça vaut ici. Introduction. L'intégration de l'intelligence artificielle, IA, dans le domaine sacré du codage a déclenché un bouleversement sismique, enflammé une tempête de débats qui menace de briser les fondements même du paysage technologique. En tant que plateforme révolutionnaire d'IA comme ChatGPT inaugure des capacités sans précédent, la communauté codante se trouve piégée dans l'œil d'une tempête polarisante. Aux implications existentielles d'un avenir où l'IA non seulement augmente, mais aux yeux de beaucoup menace de supplanter et de rendre obsolète l'engin du codeur traditionnel. Donc voilà, c'est une entrée un peu mélodramatique, en espérant quand même qu'il a un point de vue assez fondé sur le sol. On va voir. Le catalyseur controversé, l'augmentation de l'IA dans le codage, a été tout simplement un changement tectonique, offrant des outils qui promettent d'élever même les plus novices des programmeurs à des niveaux apparemment d'experts avec facilité. ChatGPT, par exemple, peut générer des extraits de code fonctionnels à travers plusieurs langages de programmation à la simple citation d'une requête, en rationalisant le processus de développement et potentiellement en réduisant la barrière d'entrée pour les codeurs aspirant à un degré alarmant. Cette prétendue démocratisation de compétences de codage a déclenché une tempête controverse qui frappe au cœur même de ce que signifie être un codeur. Donc oui, ça aussi c'est pas mal expliqué, donc on va voir maintenant, peut-être qu'il nous donnera son avis un peu plus tard. Les critiques soutiennent que le fait de s'appuyer sur ces béquilles d'IA s'apparente à l'hérésie, érodant la compréhension fondamentale des principes de codage et réduisant un métier autrefois sacré à un simple poussement de boutons. La crainte est qu'en externalisant la forte génération de code vers l'IA, les codeurs ne deviennent plus guère que des scripts glorifiés. Donc je pense que ce soit juste des scripts qui soient écrits, je pense. Ne saisissant pas la logique et les nuances sous-jacentes qui définissent les véritables prouesses de programmation. Cette perspective considère l'IA comme un marché faustien, capable de libérer le potentiel tout en sapant simultanément l'essence même du développement de logiciels. Donc oui, pour l'instant c'est quelques statements ou quelques propos, mais on ne connaît pas encore ce qu'il veut dire. Donc, AI, implicateur ou usurpateur. D'un autre côté, les partisans de l'IA en codage annoncent la technologie comme une force révolutionnaire, éliminant les barrières et rendant le codage accessible à un public plus large. Ils soutiennent qu'en déchargeant les tâches banales de généralisation de code vers l'IA, les programmeurs peuvent concentrer leurs efforts sur des tâches de niveau supérieur, telles que la conception d'architecture, l'optimisation et la résolution de problèmes, l'accélération de l'innovation et la réduction des limites de ce qui est possible. Cela, affirme-t-il, pourrait conduire à une communauté de codage plus inclusive et diversifiée, car les barrières à l'entrée sont abaissées et les individus d'origines diverses peuvent apporter leurs perspectives et idées uniques sans s'enliser par des détails techniques de la syntaxe et des algorithmes. La promesse de l'IA, affirme-t-il, est un avenir où la créativité, l'ingéniosité prennent la priorité sur la mémorisation par cœur des minuties
technique. Non, je trouve il écrit bien. Même avec la traduction, il écrit bien. Tellement que même Google, il arrive à le trad perfect. Incroyable. Pourtant, cet enthousiasme est confronté à un scepticisme cinglant de la part de ceux qui voient l'empiètement de l'IA comme rien de moins qu'une dilution, sinon une baptisation pure et simple de l'art du codeur. Le cœur de la controverse réside dans la question de l'authenticité. Le code assisté par l'IA peut-il être considéré comme un véritable reflet de la compétence et de la compréhension d'un codeur? Ou simule-t-il simplement la compétence créant une génération de charlatans numériques qui n'ont pas de la profondeur de connaissance et la maîtrise qui ont longtemps défini le codage? Ça, c'est une très bonne question finalement. Donc, est-ce que l'arrivée de l'IA va pas en fait créer est-ce que l'arrivée de l'IA va pas créer en fait une forme de charlatanisme ou des charlatans ou des faux codeurs? Voilà, on va voir. L'avenir du codage dans un monde dominé par l'IA. Alors que l'IA continue d'évoluer à un rythme effréné, son potentiel pour répondre à des requêtes de codage complexes dépasse de loin les capacités des programmeurs humains les plus qualifiés, ce qui soulève des alarmes apocalyptiques quant au rôle futur. En cas échéant, les codeurs humains, certains envisagent un avenir dystopique où l'IA devient l'architecte et la base de code primaire, avec des codeurs humains relégués à de simples conservateurs ou dépositaires à des systèmes intelligents, réduits à l'équivalent numérique de concierge de codage. Très intéressant comme point. Si jamais aussi, petite note, apocalypse, ça ne veut pas juste dire fin du monde, non. Apocalypse, par son terme grec, par définition, veut simplement dire révélation, parce qu'il y a eu des révélations et ces révélations se font à la fin des temps. Donc apocalypse, c'est pas dire la fin du monde, destruction totale, etc. Non. Faut peut-être éviter d'écouter Hollywood un peu trop. Donc voilà. Cette perspective terrible suscite les craintes d'un paysage de codage homogénéisé, où la riche tapisserie de résolution de problèmes personnalisés, approches et d'ingéniosité créative qui ont longtemps défini l'art du codage sont sacrifiés à l'autel de l'efficacité et de la vitesse. Ça, c'est une question très intéressante justement concernant le cas de l'accélération. Est-ce qu'on veut maintenant essayer de devenir extrêmement productif au point même de se détruire ou se casser? Ça, c'est intéressant. Donc le scénario cauchemardesque est un scénario où le toucher humain, l'essence même qui imprègne le code de l'âme et du sens, est systématiquement déshabillée, laissant derrière elle un royaume numérique, froid, clinique et finalement sans âme. C'est un peu trop poétisé, un peu trop passionné, on va dire, comme écriture. Mais j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. En outre, à mesure que les systèmes d'IA deviennent plus sophistiqués et que leurs processus décisionnels sont plus opaques, il existe un risque qu'ils perpétuent par inadvertance les préjugés et les vulnérabilités présents dans leurs données de formation, conduisant à un code défectueux, biaisé, voire carrément nuisible. Cela soulève de graves questions quant à la responsabilité et la nécessité d'une surveillance humaine de considération éthique solide. De peur que nous ne créions le contrôle de notre destin numérique au caprice de l'intelligence artificielle incontrôlée. Ouais, ça c'est très intéressant et très bien dit à ce niveau. Alors, le partelent... Ouais, bon, ça comme par exemple, là, ça se lit pas, bon, c'est pas grave. Donc, au-delà des préoccupations pratiques, se cache un dilemme éthique profond, une véritable boîte de questions de Pandore qui frappe au cœur de ce qui signifie être un créateur à l'ère de l'intelligence artificielle. La question du crédit et de la responsabilité dans un projet assisté par l'IA est un labyrinthe épineux, où les lignes entre l'ingéniosité humaine et la production de machines deviennent de plus en plus floues, compliquant les questions de propriété intellectuelle et l'attribution du succès, ou plus inquiétant, de la faute. C'est vrai que moi j'aurais plutôt un avis à dire là-dessus, c'est que pour l'instant c'est vrai que nous avons le closed source code qui est plutôt du code fermé, donc qui est propriétaire et donc qu'on ne peut pas prendre, mais c'est vrai que la majorité du temps la plupart du code est ouvert, on peut même trouver ça sur GitHub et tout, et il y a beaucoup plus d'avantages. Alors c'est pour ça que je dirais code en tant que propriété intellectuelle un petit peu difficile. Je dirais plutôt peut-être des notions, des algorithmes, des concepts. Ouais, ça on pourrait mettre une propriété intellectuelle, mais du code,
Ça pourrait être possible, mais voilà, c'est pour moi la même chose que de mettre une propriété intellectuelle sur un PDF, je dirais. Mais après, c'est mon avis, hein. Peut-être vous me direz si j'ai tort. Alors, qui est responsable d'un snippet de code défectueux malveillant généré par un système d'IA? Ah, ça c'est une question philosophique assez intéressante. Comment protéger les droits des codeurs de l'homme alors que le travail est inextricablement lié aux résultats de l'IA, à leur contribution diluée ou même éclipsée par la puissance informatique de leur homologue au silicium? Ce ne sont là que quelques-uns des dilemmes éthiques épineux et qui doivent être confrontés à l'oblivage de la ligne entre l'homme et le codage de la machine. Bon, après ça c'est assez facile, je dirais, à répondre, parce que malgré tout, même si une personne utilise une IA, c'est son rôle de s'assurer à ce que l'IA, ce qu'elle génère, ne soit pas problématique. Donc ici, bien évidemment, un utilisateur d'IA n'est pas un irresponsable. On ne doit pas générer une génération d'irresponsables. Donc il faut que les personnes qui utilisent les prompts des IA soient totalement responsables de ce qui sort. Donc s'ils ne font que copier-coller pour mettre comme ça, un peu comme on faisait un peu avant avec Stack Overflow. Bon, Stack Overflow, ça continue toujours, mais beaucoup moins avec l'IA. Mais voilà, c'est-à-dire le codeur doit quand même rester responsable. Et qu'en est-il des implications sociétales plus larges? Alors que les systèmes d'IA deviennent plus aptes à générer du code, qu'adviendra-t-il des légions de codeurs humains dont les moyens de subsistance dépendent de leur capacité à se frayer leur commerce? Sommes-nous en train de nous diriger vers un avenir où le codage, autrefois une compétence très recherchée et lucrative, se dévalorise et est automatisé, laissant des bandes de la main-d'œuvre technologie obsolète et redondante? Ce sont les questions incontournables qui doivent être confrontées de front, de peur que nous ne dormions dans une réalité dystopique où les codeurs humains ne sont guère plus que des reliques d'une époque révolue. Ouais, franchement, j'aime beaucoup son écriture. Mais ici, sur ce cadre-là, c'est vrai que ouais, il y aurait quand même des questions sur les éthiques de travail. Parce que moi-même, je suis plutôt du genre à vouloir lutter pour que des personnes puissent faire un travail qui soit inspirant et qui puisse quand même gagner du pain. Donc, joindre l'utile à l'agréable. Malheureusement, ce qu'on constate, c'est que on voit plutôt des personnes qui travaillent sur un job qu'ils n'aiment pas, mais parce qu'ils vont gagner de l'argent et de quoi vivre. Mais voilà, c'est-à-dire que le travail, il sera pas bien fait forcément. Et il y a des personnes qui se lancent dans quelque chose qu'ils aiment, mais finalement, ils n'ont pas de quoi tenir la fin du mois. Donc ça, c'est un petit peu une balance qui est très mal faite et qui peut être problématique. Donc oui, après, le truc, c'est que aujourd'hui, je peux pas dire que l'IA soit en mesure de pouvoir remplacer les développeurs. Ça, on avait déjà vu avant dans d'autres vidéos. Mais ce que je peux dire, en tout cas, c'est que oui, peut-être il y aura une période où l'IA va vraiment prendre beaucoup de compétences. Mais malgré tout, ça ne remplacera pas les développeurs, surtout les bons développeurs, parce que aujourd'hui, ce que font les IA, c'est de reproduire ce qui a déjà été fait. En somme, si vous regardez comment les IA sont entraînées, c'est sur des données qui ont été extraites, donc soit du web ou soit de bases, etc. Mais donc c'est déjà des bases de code existantes. Copilot de GitHub, en fait, utilise le code qui a été écrit sur GitHub. Du coup, ce qui se passe, c'est plutôt qu'il va être capable de créer quelque chose de générique. Notamment si, je pense qu'on trouve pas mal de code pour créer une page web de connexion. Donc, si vous demandez à ChatGPT de créer une page web de connexion, il va être capable de vous les faire à toutes les sauces. Parce que, voilà, il a énormément de données sur ça. Alors que s'il n'y a pas beaucoup de données sur un type de problème qui est nouveau, notamment, il va pas être capable de faire ça. Surtout, notamment, lorsqu'il s'agit, comme par exemple, de créer un langage. J'ai jamais demandé, mais je pense pas qu'il soit aussi bon que ça parce qu'il n'y a pas énormément de documentation là-dessus. Donc, dans mes travaux de recherche que j'ai à faire pour mon master, j'ai dû chercher sur la documentation papier parce que ChatGPT n'arrive pas à me donner des ressources ou des informations assez nécessaires. Donc, pour ce qui concerne la connaissance mainstream, là, c'est sûr, vous risquez de vous faire très vite remplacer. Donc, si vous avez des connaissances un peu basiques ou bateaux,
là, vous risquez de vous faire remplacer très rapidement. Mais lorsqu'il s'agit d'éléments qui demandent vraiment pas mal de problem solving, là, vous gagnerez en fait beaucoup avec les IA parce que notamment, elles vont vraiment diminuer la tâche des travaux difficiles, les travaux longs et pas intéressants, et vous aider plutôt à vous concentrer sur l'aspect raisonnement. Combler la fracture, une tâche sisyphéenne. Donc ça c'est, je pense, Sisyphe, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'il était comme personnage grec? Ah ben voilà, donc on comprend mieux ce que faisait Sisyphe. Hein, je pense que c'est le gars qui a été condamné à devoir pousser une pierre sur le sommet d'une colline, et cette pierre-là finissait par retomber. Il devait faire ça donc pour l'éternité. Du coup, ouais, je pense comprendre ce qu'il veut dire. Donc lorsqu'il parle d'une tâche sisyphéenne, hein, c'est une tâche impossible. Face à un tel bouleversement sismique, certains optimistes s'accrochent à l'idée que l'avenir du codage à l'ère de l'IA ne doit pas nécessairement être dystopique. Ils plaident en faveur d'une culture de coévolution, où les codeurs exploitent l'IA comme un outil pour l'amélioration plutôt que le remplacement. Un navigateur sur les défis à venir par un délicat acte d'équilibre à adopter l'innovation tout en préservant le caractère sacré de leur métier. Ouais, on va dire pardon, mais non, pour moi, le codage n'est pas sacré. Tout ce qui commence à faire du gatekeeping comme ça me donne vraiment une idée sur le niveau d'insécurité qu'ils ont. Pour moi, je dirais qu'en tout cas, l'IA a toute sa place aussi dans le domaine du développement, mais il faut qu'elle soit tenue en laisse, parce que elle va pas nous générer forcément des trucs bien. Si elle a été entraînée sur une base de code mauvaise, donc écrit par un développeur mauvais, ouais, elle va générer du code mauvais. Donc elle va nous recracher ce qu'on lui a donné. Hein. Ok. Cette approche préconise une relation symbiotique entre la créativité humaine et la puissance de calcul de l'IA, où le codeur reste au cœur du processus créatif guidant la main numérique de l'IA avec le toucher habile d'un maître artisan. Les codeurs, affirment-ils, peuvent exploiter l'IA comme un assistant puissant, décharger les tâches répétitives et bénéficier de sa vaste base de connaissances, tout en conservant le contrôle des aspects critiques et la prise de décision et de résolution de problèmes du processus de codage. Ouais, ça c'est comme par exemple un équilibre et une relation vraiment saine, on pourrait dire. Pourtant, même ce principe supposé se rencontre avec un scepticisme de la part de ceux qui la voient comme une tentative de déliénation. Ça n'existe pas dans le français, donc je ne sais pas ce qu'il a voulu dire, mais bon, qui voit comme une tentative d'élimination. Donc je pense, sinon pur, simple, de remettre le génie proverbial dans la bouteille. D'accord, donc ouais, je pense que c'est plutôt un aspect négatif qu'il voit là-dedans. Comment dépendent-ils les codeurs humains? Peuvent-ils espérer rester pertinents et indispensables face à une intelligence qui menace de dépasser et de les surpasser chaque jour? La notion de coévolution est-elle plus qu'un fantasme fugace, une tentative désespérée de s'accrocher à l'obsolescence face à une vague inexorable de progrès technologiques? Donc, là, j'ai quand même mon mot à dire dessus parce que c'est vrai que je suis assez frustré d'entendre souvent les gens qui disent « Ah, les IA vont nous dépasser et tout ». Ils ne comprennent pas vraiment comment ça fonctionne. C'est vrai, je dois avouer, ChatGPT est incroyable. Bon, j'avais déjà parlé de ça dans une autre vidéo, mais ouais, c'est-à-dire les modèles comme les large language models sont loin de pouvoir en fait remplacer un être humain ou de monter un niveau pas possible que voilà, un développeur ne puisse pas atteindre. Non, désolé de dire ça, non, je suis même pas désolé. Donc non, ça marche pas. Il faut pas croire que l'intelligence artificielle va devenir incroyable parce que on parle très souvent de IA générale ou donc d'intelligence artificielle générale, mais on n'est pas encore là. Et on n'a pas encore l'idée de comment créer une IA consciente. Non, ça c'est pas possible. Pour l'instant, ça n'existe pas. Hein. C'est des calculettes ce qu'on a actuellement. Donc on verra comment ça évolue, mais il va falloir vraiment une vraie révolution dans le domaine de la recherche, notamment comme ça a été pour les large language models, là où ils ont réussi à développer le système de concentration ou le système d'attention
qu'ils ont copié de chez l'être humain qui permet en fait d'extraire un maximum de sens dans la lecture de phrases ou d'éléments. Donc ça a été une révolution qui a permis vraiment les large language models. Mais voilà, il va falloir trouver alors une technique qui va permettre de pouvoir modéliser une part de l'humanité, de ceux qui constituent l'être humain pour pouvoir créer quelque chose. Mais voilà, il va falloir comprendre l'être humain, comprendre comment fonctionne notre intelligence et arriver là-dessus. Parce que voilà, la plupart des personnes qui parlent de l'intelligence artificielle, elle va nous dépasser, etc., je suis sûr qu'ils ont une définition, ils ne sauront même pas définir ce que est l'intelligence. Bon, bah, c'est normal parce qu'il y a différentes formes d'intelligence, elle est plurielle. Mais voilà, ça veut dire que malheureusement, on est beaucoup trop sur le « Ah, l'IA va nous remplacer » alors que on est encore loin. Elle fait des trucs incroyables. L'IA fait des trucs incroyables, mais on est encore loin. Donc voilà, ça c'était juste mon avis énervé d'un étudiant qui a étudié et travaillé sur l'intelligence artificielle. Pour l'instant, l'état de l'art, et franchement, on a fait de grands progrès, mais faut pas s'exciter, faut pas donner des pouvoirs que l'IA n'a pas. En outre, une approche coévolutionnaire nécessite un nouvel accent sur le codage, l'éducation, en mettant l'accent non seulement sur la maîtrise de la syntaxe et les algorithmes, mais aussi la culture de la pensée critique, du raisonnement éthique et d'une compréhension profonde des principes sous-jacents qui régissent le développement de logiciels. En encourageant ces compétences fondamentales, les partisans affirment que les codeurs peuvent rester pertinents et indispensables, même si l'IA continue de progresser. Ouais, là, je suis un peu d'accord, mais voilà, on va voir. Mais pour les opposants, ce n'est rien de plus qu'une solution de pansement, une tentative futile de soutenir une profession mourante en la rebaptisant avec de nobles idéaux, des pansements de fenêtres philosophiques. Ils soutiennent qu'aucune quantité de pensée critique ou de raisonnement éthique ne peut compenser la puissance de calcul brute à l'échelle de l'IA et que les codeurs humains sont destinés à être de simples notes de bas de page dans le grand récit du progrès technologique. Donc, ouais, ça c'est assez intéressant. Oh, il saute à la conclusion, mais il n'a pas encore donné son avis. C'est assez incroyable. Peut-être qu'il ne veut pas donner son avis. Peut-être qu'il va rester comme ça. Peut-être qu'il va juste donner un état de l'art. On ne sait pas. Conclusion. Appel aux armes ou un requiem pour le codeur de la personne. Ouais, pour le codeur de la personne. Ah, incroyable truc. L'avènement de l'IA dans le codage est un moment décisif, un tournant qui offre à la fois une promesse séduisante d'un avenir plus inclusif, innovant et une mise en garde déchirante d'obsolescence potentielle. La navigation sur ce terrain nécessite un examen critique de nos valeurs et priorités en tant que communauté technologique, un compte tenu de la question fondamentale de ce que signifie être un codeur dans un paysage dominé par l'IA. Ouais, littéralement. I love this statement. Je pense que je vais faire quelque chose là-dessus. Definition of what a developer truly is. Parfait. Sommes-nous prêts à redéfinir l'essence même de notre métier, à embrasser, un changement de paradigme qui brouille les lignes entre l'homme et la machine? Ou allons-nous accrochés au dogme traditionnel au risque d'être balayés de la vague inexorable du progrès? La réponse ne réside pas dans les appels téflessants. Alors, le niveau de pédantisme est incroyable ici. Et téflessant, ça ne se trouve pas non plus ici. Incroyable. Il a réussi à sortir deux mots qui traduits ne veulent rien dire. C'est incroyable. Et impressionnant. Donc, les appels téflessants à la coévolution ou aux demi-mesures, mais dans une position audacieuse et intransigeante. Une volonté de faire face de front à l'évolution de l'IA, soit en tant que luddite, défiant en érigeant des remontées contre l'assaut de l'automatisation, ou en tant qu'adoptant enthousiaste, dépoussiérant les chaînes de nos intellects humains limités en se rendant à la machine froide et calculée. Non, franchement, comme je l'ai dit, l'intelligence artificielle, on peut pas parler d'intellect. On peut pas parler d'intellect à ce niveau. Ok. Alors, pour certains, il s'agit d'un appel aux armes,
Un cri de ralliement pour défendre le sol sacré de l'ingéniosité humaine et la créativité contre les forces impétissantes de l'intelligence artificielle. Il voit l'essor de l'IA dans le codage non pas comme une aubaine, mais comme une menace existentielle. Une apocalypse numérique qui doit être résistée à tout prix de peur de perdre l'essence même de ce que cela signifie d'être un créateur, un résolveur de problèmes, un maître de notre propre destin numérique. Bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'apocalypse, ça veut dire la révélation, pas fin du monde. Mais c'est juste Hollywood qui a fait que ce soit fin du monde. Ok, voilà. Donc pour d'autres, cependant, ce moment ne représente pas une bataille à mener, mais un requiem pour le codeur humain. Un adieu mélancolique à une époque qui atteint son inexorable crépuscule. Pour eux, l'idée de résister à la marée de l'IA revient à s'incliner dans les moulins à vent. Un exercice futile et auto-illusoire, je pense, qui ne retarde que l'inévitable. Ils font valoir que la seule voie à suivre est de déposer nos armes, de céder à la suprématie froide et calculée de l'intelligence artificielle et de se tailler un nouveau rôle pour nous-mêmes en tant que gardiens et curateurs de nos seigneurs, de notre seigneur de silicium. Ouais, j'aime beaucoup en fait les définitions qu'il est en train de donner. Il dégage vraiment les populations et leurs réactions par rapport à ça. Je pense qu'on pourrait très clairement faire une sorte de mème en regardant en fait la réaction des développeurs par rapport à l'IA, parce que j'ai l'impression que c'est littéralement des courants philosophiques. Il y aurait du nihilisme, il y aurait peut-être de l'optimisme, il y aurait peut-être ici du pragmatisme. Je pense qu'il y a un peu de tout en fait. Quelle que soit la voie que nous choisissons, une chose est certaine. L'avènement de l'IA dans le codage a immédiatement modifié le paysage et la communauté du codage se trouve à la croisée des chemins, forcée de se heurter à des questions qui frappent au cœur même de ce que signifie être un créateur à l'ère numérique. La réponse ne réside pas dans les platitudes ou les demi-mesures, mais dans une volonté de faire face à cette révolution de fond, de tracer avec audace une voie à travers les eaux inexplorées de la collaboration homme-machine, ou, si besoin est, de tracer une ligne dans le sable de silicium et de combattre les ongles pour préserver le sanctuaire de notre métier. Je pense que c'est plutôt les pieds et des ongles, non? C'est en s'engageant avec ces défis, avec des yeux clairs et une détermination inébranlable que nous pouvons espérer naviguer dans l'IA et émerger avec nos identités en tant que codeurs et en fait, en tant que créateurs intacts. L'avenir n'appartient pas aux faibles de cœur, mais à ceux qui sont prêts à affronter la révolution de l'IA selon leurs propres termes, que ce soit en tant que ludites, défiants, en tant qu'admirateurs enthousiastes et à forger une voie qui honore à la fois l'esprit humain et le pouvoir froid calculé de l'intelligence artificielle. Ok, donc oui, à la toute fin, il n'a pas donné son avis. C'est un petit peu dommage. D'ailleurs, je me demande quand est-ce qu'il a sorti. Ouais. Donc il a mis à jour le 23 avril, donc c'est assez tôt. Et donc il s'appelle Paul. Il se trouve au Kenya. Et il est à l'université de Meru, mais il donne pas plus d'infos sur ce qu'il dit, mais voilà. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Il il utilise les termes. Il dit les termes. Bon, blague à part. Voilà, je vais quand même écrire quelque chose pour lui. All the best. Et ouais, je pense que d'ailleurs, je vais m'abonner. Parce que c'est vraiment intéressant. Franchement, il a dit des bons trucs. Donc, c'était tout pour cette vidéo donc, concernant l'IA. Donc, comme je vous ai dit, donc, je pense dans certaines vidéos, ma position à propos de l'IA, c'est que, ouais, elle va pas vraiment remplacer les développeurs. On va dire, elle va pas remplacer ce qu'on pourrait considérer les bons développeurs. C'est-à-dire, si vous faites plutôt un travail répétitif, automatisé, ben, ouais, ça va s'automatiser. C'est ce qui s'est passé, comme par exemple la révolution industrielle, là où on a... D'abord, il y a eu la révolution industrielle, là où finalement les gens travaillaient dans les industries, mais après, ils ont été remplacés par des machines qui pouvaient faire le travail à la chaîne. Parce que voilà, c'était pas un travail vraiment humain. On peut voir justement, comme par exemple des films qui ont été faits avec Charlie Chaplin, bah, que ce type de travail n'apportait pas vraiment
satisfaction pour l'être humain, parce que nous ne sommes pas juste faits pour créer des trucs répétitifs. Notre cerveau a besoin d'être aussi parfois challengé, de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses, ou sinon on n'y arrive pas. C'est pour ça que, comme par exemple, c'est ce qui se passe avec les réseaux sociaux. On arrive à être captivé et pris au piège par ce type d'algo, parce que ces algorithmes sont faits pour nous amener toujours du nouveau contenu, hein, donc vous retomberez littéralement jamais 2 fois sur un même post, 2 fois sur un même contenu, sauf si vous le cherchez délibérément. Et donc après, bien évidemment, l'algorithme va quand même chercher à prendre des sujets qui vous intéressent, mais toujours du contenu différent. Donc voilà, il faut vraiment faire attention. C'est comme ça que fonctionne notre cerveau. Et c'est de cette façon-là qu'en fait, on doit se développer. C'est plutôt résoudre de nouveaux problèmes, résoudre de nouveaux challenges, communiquer, échanger. Comme le faire aiguise le faire, donc l'homme aiguise l'homme. Donc c'est un peu ce que nous sommes, et c'est un peu comme ça que nous devons travailler. Et la part de l'IA dans tout ça, c'est que elle va nous permettre de pouvoir simplifier certains travaux qui finalement ne nous correspondent pas, qui sont des travaux plutôt répétitifs. Parce que pour moi, franchement, l'idéal, c'est pouvoir automatiser un maximum de choses, parce que il y a toujours plein d'autres problèmes qui peuvent être réglés. Notamment, on parle aujourd'hui encore des problèmes de la faim dans le monde. C'est juste que là, pour l'instant, beaucoup de personnes sont en train de se battre pour manger ou avoir de quoi manger à la fin de la journée. Donc voilà, c'est aussi un problème qu'on devrait aussi traiter. Et je trouve ça un petit peu dommage qu'on soit mis un peu comme du bétail. Donc ça veut dire que on est en train de... Ouais, voilà, on fait des trucs pour notre propre ventre, mais voilà, on va vivre, mourir, et on va s'arrêter à là, quoi. Et je pense que l'être humain, non, c'est sûr, l'être humain a été appelé à quelque chose de bien plus grand. Et donc je pense que les innovations technologiques comme ça vont pouvoir nous aider aussi à pouvoir développer et créer quand même quelque chose de meilleur. Donc comme ça, on pourra créer aussi un avenir meilleur. Mais seulement si nous avons justement l'esprit et l'approche pour ça. Donc voilà, c'est parti un peu à côté, je dirais, parce que c'est vrai que là, c'est plutôt normalement des informations ou une sorte de discussion sur la technologie, sur le développement, sur l'informatique, mais... Ouais, j'aime aussi beaucoup justement avoir un aspect aussi un peu abstrait, un peu psychologique, un peu philosophique, un peu plus poussé, approfondi justement sur les choses. Et voilà, donc moi je suis vraiment d'avis que oui, on va travailler avec les IA, mais donc elles vont pas vraiment enlever le vrai travail des développeurs, qui est plutôt le travail de problem solving ou de résolution de problèmes. Donc voilà, j'espère que vous avez beaucoup apprécié ou simplement apprécié cette vidéo qui était quand même assez longue. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à pouvoir vous inscrire dans Dev. Vous pouvez aussi poster vos trucs, envoyer vos vidéos, envoyer vos podcasts. Vous pouvez aussi rejoindre WeData et poster votre blog ici. Donc ça pourrait être aussi l'occasion que, comme par exemple, une fois, je puisse lire ça. Donc je vais aussi consulter ça régulièrement. Donc si vous voulez peut-être poster votre blog, vous pouvez le faire, hein. Comme pour rappel, vous pouvez aussi aller sur notre Discord que je mettrai en dessous. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu dans la vidéo, n'hésitez pas à la partager si vous n'êtes pas abonné, si c'est votre première fois. Donc n'hésitez pas aussi à pouvoir vous abonner. Aussi une chose importante, hein, passez une très bonne journée et que Dieu vous bénisse. À bientôt.